Monsieur Laurent Schmitt de Positive Aviation, merci de nous recevoir, James Seat sur le stand pour la FF. Donc vous faites l'actualité à deux titres, vous venez de présenter donc votre projet FF72 que vous allez nous expliquer, et puis on parlera de Bridger Aerospace dans un second temps. Alors, votre concept de bombardier d'eau sur base d'ATR-72, le voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, l'idée du concept, comment c'est né et ses avantages par rapport à l'éventuelle concurrence? Cette idée folle, on va commencer comme ça, elle est née il y a maintenant 3 ans, devant la situation du marché et les besoins d'avions Hecopter. Et le besoin qu'on a identifié d'une solution simple, pragmatique, rapidement disponible, fiable et qui livre des performances au moins équivalentes à l'avion de référence qui est le Canadair CL415. L'approche, c'est une approche de rupture. Plutôt que de redévelopper un avion neuf ou refabriquer un avion des années 60, partir d'un avion existant et lui donner les capacités du Canadair. L'avion existant, c'est un ATR-72, construit à Toulouse, un avion régional, donc de 70 places. Pourquoi le choix de cet avion? Pourquoi l'ATR? Alors pour faire ça, il nous fallait un avion à aile haute pour avoir de la clearance par rapport à l'eau, biturbo propre pour pouvoir faire la mission, un avion qui soit doté de trains de fuselage pour pouvoir avoir une intégration des flotteurs, et surtout un avion avec une taille qui nous permettrait d'emmener au moins 6 tonnes d'eau. On verra qu'en fait la TR-72 est capable d'emmener 8 tonnes d'eau dans cette version. Des avions dans le monde capables de faire cette mission, il n'y en a pas beaucoup. L'Antonov 42 qu'on a écarté, le CASA 295 qui en fait est un petit peu trop compliqué à modifier, et donc la TR-72 qui a été l'avion de prédilection choisi. Le choix était très rapide, c'était vraiment ça s'est très imposé. rapide, beaucoup de travail pour arriver jusque-là, mais on s'est rendu compte que cette plateforme avait vraiment ce potentiel. Ce qui marque les gens tout de suite, c'est l'installation de flotteurs. Mettre un avion de cette catégorie-là sur flotteur, ça interpelle. Ça pose des tas de problèmes de rigidité, de masse. Chaque flotteur va peser combien? La totalité des deux flotteurs pèse 2,5 tonnes. Mettre un ATR-72 sur des flotteurs, oui, c'est fou. C'est fou, on est d'accord. Et l'équipe de fondateurs de Positive Aviation, en fait, sont des gens expérimentés de l'aéronautique. Moi-même, j'ai travaillé 10 ans chez Dassault Aviation avant de faire 15 ans chez Airbus en tant qu'ingénieur en chef. Nous ne connaissions rien à l'hydraviation il y a 2 ans et demi quand nous avons eu cette idée. Qu'est-ce qu'on fait dans l'aéronautique quand on a une idée? On ouvre les livres d'histoire. Mettre des avions de cette taille, de cette catégorie sur des flotteurs, ça a déjà été fait. Oui. Ça a déjà été fait, mais ça a été fait dans les années 40. Le dernier avion de cette taille à avoir été mis sur des flotteurs, il a volé en 1942. C'est un avion italien, le 15511. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé ouvrir la littérature de cette époque-là. 2 grosses sources de données, la littérature américaine et la littérature allemande. Et là, nous avons fait le tour du monde pour trouver les quelques derniers spécialistes qui maîtrisaient cette science. On est allé les trouver en Allemagne, aux États-Unis. Et c'est 2 ans de travail pour comprendre comment et pourquoi on peut mettre un ATR-72 sur des flotteurs. Alors, il y a la conception des flotteurs, leur flottabilité, leur taille, leur masse, mais surtout ce qui va interroger les gens, c'est la façon dont ils sont rattachés à l'avion. On va avoir des remarques. Fragilité, solidité, rigidité. C'est une excellente question. Et pour résumer, il faut comprendre la philosophie de la transformation d'un avion sur flotteur. Pour mettre un avion sur flotteur, on ne le met pas sur des flotteurs, on calcule les charges et ensuite on le renforce. On prend un avion, on regarde sa capacité structurale, on parle des efforts qui passent dans cet avion, et ensuite nous allons dessiner des flotteurs dont la forme est telle qu'au moment où ils vont impacter l'eau, les efforts qu'ils vont réinjecter dans la structure de l'avion seront dans l'enveloppe des efforts que... Donc en fait, toute la science n'est pas dans comment faire résister le fuselage. Toute la science est dans la forme que doivent avoir ces flotteurs, la souplesse que doivent avoir l'intégration de ces flotteurs. Et en fait, ici, il y a des amortisseurs qu'on ne voit pas parce qu'ils sont à l'intérieur du flotteur, qui vont permettre justement l'absorption de ces chocs et la transmission d'efforts au fuselage, qu'ils restent dans les efforts admissibles et certifiés sur cet avion. Et le deuxième axe, c'est le comportement de l'appareil sur l'eau.
comparativement à un hydravion à coque. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales de comportement de l'aéronef sur l'eau au moment de l'écopage ou des manœuvres à l'eau entre un aéronef à coque et un aéronef à flotteur? Alors oui, et là aussi, énormément de travail, d'analyse. Une source énorme d'informations, c'est les avions à flotteurs allemands de la Seconde Guerre mondiale qui ont beaucoup été essayés en mer du Nord. Il y a énormément de données d'essai. Et en fait, là encore une fois, le design des flotteurs, leur capacité à couper les vagues, mais aussi la très grande efficacité d'une configuration à flotteur dans le vent de travers. Contrairement à un avion à coque qui doit maintenir ses ailes à l'horizontale uniquement avec ses ailerons, un avion comme ça va pouvoir maintenir son comportement dans les vagues avec ses ailerons, mais aussi grâce au couple de rappel qui amène les flotteurs. Aujourd'hui, au début, il y a 2 ans, je vais te le dire, on s'excusait un peu d'être sur flotteur. Et on regardait même, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une version monocoque? 2 ans plus tard, après énormément de travail, nous sommes convaincus qu'une configuration à flotteur est en fait meilleure qu'une configuration à coque dans cette mission d'écopage. Et quand je dis nous sommes convaincus, nous sommes par contre des ingénieurs. Il va falloir qu'on le démontre. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Positive Aviation a lancé la fabrication de flotteurs qui vont être installés d'ici 1 an sur un ATR 72. Ce sont des flotteurs d'essai qui vont être installés sur un ATR 72 et cet objet, qu'on appelle un démonstrateur, va être un ATR 72 équipé de flotteurs qui va nous permettre d'aller expérimenter le comportement de cet avion dans l'eau, expérimenter le comportement de cet avion dans les vagues et valider et raffiner notre connaissance de la science. Ce démonstrateur, il va être prêt quand? Premier vol dans 18 mois. Dans 18 mois, ça se passera où? Alors, cet avion décollera depuis Toulouse, puisqu'en fait, Positive Aviation est installé à Toulouse, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Les flotteurs sont fabriqués par un chantier naval qui est en Bretagne, donc les flotteurs arriveront par la route à Toulouse. Nous assemblerons cet avion à Toulouse. Il décollera depuis Toulouse sur ses roues, puisque c'est un avion amphibie. D'abord, on fera ce qu'on appelle une ouverture de domaine. Quand on aura ouvert le domaine de l'avion, on ira se poser très probablement à Marseille. L'avantage de Marseille, c'est que l'aéroport est posé sur les temps de berre. Par un système de grue, nous mettrons l'avion à l'eau. Et ensuite, nous ferons des essais, j'ai envie de dire, du bateau que constitue cet avion, en accélérant progressivement sa vitesse, ce qui nous permettra, après avoir gagné confiance dans l'avion, confiance dans le bateau, de commencer à faire des bonds, puis à décoller, à atterrir, et ensuite progressivement ouvrir le domaine d'état de mer, en partant évidemment sur des lacs, jusqu'à aller ouvrir le domaine en mer. Tout ça, ça va nous permettre de valider notre concept, de démontrer notre concept, mais surtout d'apprendre. D'apprendre, puisque les méthodes d'il y a 80 ans, elles sont super, mais elles n'ont pas le degré de finesse qui nous permettent une optimisation, elles n'ont pas le degré de fidélité qui nous permettent d'aller jusqu'à une certification. Donc cet objet, c'est vraiment un objet, donc c'est un projet tout à fait excitant où par des essais, nous allons réinventer une science de l'hydraviation. Positive Aviation sera un bureau d'études, c'est 30 personnes à Toulouse, un bureau d'études d'hydraviation qui sera un bureau d'études complètement unique en fait, alors dans le monde excepté la Chine, mais on va réapproprier ce savoir-faire qui nous permettra 2 ans plus tard de faire le véritable avion qui celui-là sera la version définitive. Donc on passe par un démonstrateur. L'autre point essentiel, puisqu'on parle de bombardier d'eau, c'est le système de largage. C'est un écopeur, donc les flotteurs vont être équipés d'écopes qui vont permettre d'alimenter l'avion en eau. Mais après, il reste à les larguer. Le système de largage, sur quel principe il est basé et comment il va fonctionner? Alors on est sur quelque chose d'assez simple. Les écopes, évidemment, elles sont sous les flotteurs. Sous les flotteurs, des écopes se déploient une fois que l'avion est sur l'eau. L'eau remonte simplement sur sa pression dynamique, il n'y a pas de pompe, c'est juste la vitesse. C'est le même principe qu'un Canadair. L'eau est ensuite distribuée sur 4 blocs de réservoirs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, qui sont en fait des réservoirs qui ont de la hauteur pour avoir évidemment un effet de chute. Ces réservoirs ensuite traversent le plancher. Ensuite, il y a des trous qui sont faits dans le fuselage, principalement parce qu'on est plus pressurisé. Ça simplifie énormément la modification avion. Et tout ça arrive dans
ce qu'on appelle des collecteurs cells, des sortes de baignoires, j'ai envie de dire, Ouais, quêtes un baignoires, collecteur, qui ça peut. elles sont équipées de portes. Et donc les portes en s'ouvrant vont permettre que ces 8 tonnes d'eau vont être larguées en 1 seconde 2. En fait, nous allons même surdimensionner ce système de façon à pouvoir avoir aucune surprise et pouvoir piloter exactement le débit qu'on veut grâce à l'ouverture plus ou moins importante des portes. D'accord, c'est un système proche du constant flow. C'est un système qui est un mélange de plein de systèmes qui existent sur C130. Oui, c'est le système RADS. Enfin, il y a là-dedans pas énormément d'innovation. On est vraiment sur des systèmes extrêmement simples, robustes et très bien approuvés. Donc le principe, c'est d'utiliser des avions existants, neufs d'occasion, de les transformer avec des flotteurs et de pouvoir en disposer. Le gain pour l'opérateur, c'est de toucher ces avions moins chers, en fait, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir d'avions ou neufs, donc des ATR simplifiés sans cabine, qu'on va directement acheter auprès de l'avionneur ATR, ou d'avions de seconde main, des anciens avions de compagnie aérienne, que du coup on enverra dans des ateliers de préparation où ils enlèveront justement pour nous amener un avion. Donc on enlève passagers, ça c'est un avion toilettes, on enlève tout, passagers, toilettes, pressurisation, chauffage. évidemment chauffage, même si on recrée un système de conditionnement d'air pour le cockpit. Cet avion, suivant qu'on le prend neuf ou suivant qu'on le prend de seconde main, il va coûter entre 10 et 20 millions, suivant l'âge de l'avion. Là-dessus, il faudra rajouter 20 millions pour la conversion. Donc ça va nous faire des avions qui vont être, pour l'utilisateur final, entre 30 et 40 millions. C'est en gros la moitié du prix de ce que pourrait être un hypothétique successeur au Canadair. La certification, donc ce n'est pas une certification d'un avion complet, sont des STC, Supplemental Type Certificate. Donc en fait, ce sont la certification de 2 STC. Un STC qui remplace les trains d'atterrissage par des flotteurs. Ce sont des gros STC, des STC complexes. Mais là-dessus, il n'y a rien d'original. Tous les avions du monde qui ont été transformés en avions à flotteurs l'ont tous été à travers des STC. Tous les avions du monde qui ont été transformés en bombardiers d'eau l'ont tous été par STC. On est dans un process, dans une mécanique de certification classique, excepté qu'évidemment, les exigences du certificateur pour une telle modification vont être d'un haut niveau. C'est pour ça qu'il y a 4 ans jusqu'à cette certification qui passe par la campagne d'essai avec le démonstrateur qui va être vraiment l'objet qui va permettre d'asseoir la maîtrise scientifique et technique du produit. Et donc, à l'AFF à Bordeaux, hier, il y a eu un événement assez considérable puisque vous avez signé les lettres d'intention d'un premier client officiel, Bridger Aerospace. Voilà, donc alors la bonne nouvelle qu'on a annoncée à ce salon, c'est la signature d'un Memorandum of Understanding, comme on dit, entre notre société et la société Bridger Aerospace. Donc la société Bridger Aerospace, c'est une des sociétés leaders de la lutte aérienne anti-incendie aux États-Unis et surtout la société qui a réintroduit les écopeurs aux États-Unis. Aujourd'hui, ils opèrent 6 CL415 aux États-Unis. Donc l'accord avec cette société, c'est un accord global. Ils vont devenir clients de lancement américain de cet avion pour 10 avions avec une commande ferme de 10 avions plus une option sur 10 avions supplémentaires. Ils vont aussi s'impliquer dans le développement de cet avion puisqu'en fait, ils vont nous aider dans la spécification des détails. Ils vont nous aider dans la certification de l'avion aux États-Unis, dans les essais en vol. Et c'est avec eux que nous allons développer les trainings pilotes. Et ensuite, c'est une collaboration industrielle puisqu'en fait, Bridger Aerospace va devenir le représentant de Positive Aviation aux États-Unis pour les ventes, pour le support. Ils vont être un centre de distribution de pièces de rechange, un centre de réparation des flotteurs. Pour le marché américain Pour le marché américain uniquement, en fait pour le marché nord-américain. Et ils vont aussi être un centre de formation, c'est-à-dire que les pilotes d'Amérique du Nord iront au Montana pour le former. Pour la formation des pilotes, on pourra utiliser les simulateurs des ATR, des compagnies régionales où il y aura une spécificité. Alors, il y aura des modifications à faire. La définition du training de cet avion est à faire.
Très probablement, il faudra commencer par avoir une qualification sur ATR. D'accord, de base, mais évidemment, il y aura une étape à faire puisque cet avion se comportera très différemment. Il y aura, et ça fait partie des choses que la société va développer, des simulateurs de FF72. Et donc en fait, piloter ces avions, ce sera évidemment une qualification particulière, différente de la qualification ATR 72. Et en ce qui concerne la mission feu de forêt, quel retour vous avez des pilotes habitués à voler sur des avions très rustiques, genre CL415 ou Air Tractor, sur un ATR qui est un avion régional? Quel retour vous avez d'impression, de possibilité? Est-ce que l'avion va avoir un comportement dans le relief, par exemple, ou en altitude, ou sur des mers démontées? Enfin, quels sont les retours des équipages que vous avez croisés, notamment à l'AFF? Quelles sont les remarques qu'ils vous font? Alors, d'abord, depuis 2 ans, on est entouré de beaucoup de pilotes pour développer. Nous avons évidemment des pilotes qui font partie de nos équipes de développement. La réaction des pilotes, c'est, j'ai envie de dire, pratiquement toujours la même. D'abord, c'est la réaction que je pense tout le monde doit avoir face à un projet comme ça. Ouais, d'abord, c'est un énorme scepticisme. Oui, c'est un projet, quand on le voit la première fois. C'est un projet dingue. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est dingue, c'est n'importe quoi. Qui peut paraître fou. Et j'ai eu la même réaction. Et puis, comme je dis, j'ai la fierté de dire qu'au bout d'une demi-heure de quelqu'un qui s'est vraiment plongé dans ce projet, ce scepticisme est transformé en voyons ça sur les vrais avions. Puisqu'il y a effectivement, il n'y a pas de problèmes fondamentaux, il y a plein de choses à démontrer. Et c'est cet démonstrateur qui nous permettra de nous rassurer et de rassurer tout le monde sur l'efficacité de cet avion. Mais les grandes questions que tu poses sur la maniabilité, sur le comportement des vagues, le comportement dans le relief, l'équipement de cet avion, qui est un bon intermédiaire entre un avion simple et rustique. Oui. C'est un avion vraiment moderne en termes d'avionique, en termes de système, pilote automatique, FMS. Donc on a finalement un assez bon équilibre entre un avion qui n'est pas une soucoupe volante. J'ai envie de dire, c'est un avion simple et rustique, ce qui est très adapté pour la mission. Et à la fois, c'est un avion moderne, avec tout ce qu'apporte un avion moderne en termes de fiabilité, de robustesse et de confort pour les pilotes. On a un avion qui a l'avantage par rapport à les Canadair actuels d'offrir une configuration intéressante puisqu'on découple la partie avion de la partie marine. Et en fait, on a une souplesse entre les deux qui va rendre l'avion beaucoup plus confortable dans les phases d'écopage, en termes de vibration, en termes de choc. Donc, passer le scepticisme, il y a une vraie curiosité, parfois enthousiasme. Je me méfie des deux, du scepticisme et de l'enthousiasme. C'est entre les deux, il faut avoir une position équilibrée. Mais il y a vraiment un avion qui a un gros potentiel et la réponse du marché est là. Premier client, la première, voilà. Et là, maintenant, on travaille sur un client de lancement européen qui viendrait consolider la position. Et oui, on discute avec beaucoup de clients qui, justement, passé cette première étape de scepticisme, sont enthousiastes par l'idée que ce projet pourrait marcher. Donc, la clé, ça va être le démonstrateur dans 18 mois et les démonstrations qui vont être faites en public et pour prouver que l'avion sur l'eau, ça marche. Oui. Rendez-vous dans 18 mois? Rendez-vous dans 18 mois. Rendez-vous dans 18 mois, le rendez-vous est donné et puis le top départ. Merci Laurent de nous avoir accueillis pour ces quelques minutes. J'espère qu'on a levé un certain nombre de doutes. On a fait parler du projet qu'on va suivre avec attention. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.